Ouagadougou accueille cette semaine une importante séquence diplomatique pour l'avenir de la Confédération des États du Sahel. Face aux défis sécuritaires et politiques croissants, le Burkina Faso, le Mali et le Niger travaillent à consolider les bases juridiques et stratégiques de leur alliance. Après des semaines de pénurie de carburant, Bamako retrouve peu à peu son souffle. Les interminables files devant les stations-service ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Notre équipe a parcouru quelques stations pour nous en rendre compte. La FIFA a dévoilé ce mardi la composition des 4 chapeaux pour la Coupe du Monde 2026. Les 48 équipes qualifiées y seront réparties en vue du tirage au sort qui se tiendra le 5 décembre à Washington. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cap sur Ouagadougou au Burkina Faso qui accueille cette semaine une séquence diplomatique décisive pour l'avenir de la Confédération des États du Sahel. Alors que les défis sécuritaires et politiques s'intensifient dans la région, le Burkina Faso, le Mali et le Niger s'attellent à poser les fondations juridiques et stratégiques de leur alliance avec pour ambition de structurer un bloc sahélien cohérent, efficace et durable. Ibrahim Babi. La capitale burkinabé est cette semaine au cœur d'une étape clé pour l'avenir de la Confédération des États du Sahel. Les travaux préparatoires réunissant les experts du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont débuté ce lundi, une séquence déterminante pour structurer l'architecture juridique et politique de l'Alliance sahélienne. Pendant 2 jours, les experts des 3 pays ont planché sur les documents stratégiques appelés à devenir la colonne vertébrale de l'AES. Défense, sécurité, diplomatie et développement, ces 3 volets prioritaires font l'objet d'analyses approfondies afin d'élaborer des instruments juridiques solides, des rapports d'activité et des perspectives d'action communes. Ces travaux techniques ont préparé le terrain au sommet ministériel de ce mercredi 26 novembre, au cours duquel les chefs de la diplomatie des 3 États ont eu à valider les textes fondateurs. Pour Ouagadougou, Bamako et Niamey, cette dynamique marque une nouvelle phase de la consolidation d'un bloc sahélien qui entend se structurer rapidement pour gagner en efficacité. Les décisions qui seront prises dans les prochains jours devraient tracer les lignes directrices de la future confédération et définir pour les années à venir son rôle sur la scène sécuritaire et diplomatique du Sahel. A rappeler que le 2e sommet du collège des chefs d'État de la Confédération est prévu pour décembre 2025 à Bamako. Après plusieurs semaines de crise de carburant, Bamako respire enfin. Les longues files d'attente aux stations-service semblent être un lointain souvenir. Dans plusieurs stations ce matin, les Bamakois pouvaient faire le plein sans attendre. Djenaba Samake a fait le tour de quelques stations-service. Reportage. Les longues files qui ont rythmé le quotidien des Bamakois ces dernières semaines semblent avoir disparu. Ce matin 26 novembre, dans plusieurs stations-service, les clients trouvent du carburant sans pratiquement attendre. Une scène devenue rare depuis le début de la crise en mi-septembre. Bon, ni ngab sambema, rapport ni ngab sambema. Mais waro mo glinga ere tere quoi. On est amé ala dilala gange, ala ga tanya gen kuina. Ala gange kuimbani. Pour beaucoup d'usagers, cette absence de fil est un véritable soulagement, même si la prudence reste de mise. Bara benyana sisa, a benyana wallahi. Mbola ka essence sa ali majo. Wallahi anyana. Alibisa ala ka fanga duma, ala ka garde nyimaundi, ala ka sababu nyimaundi, ala ka lafia. Non, ma soro bon et puis fana ambe lafia la quoi. Ni era flene me carburant ro de la ma wari mboloni. Mina di sa pomissima. Interdiction des ventes en bidon, accélération des procédures douanières, sécurisation des convois, ouverture élargie des stations, autant de leviers activés par les autorités qui semblent porter ses fruits à travers un retour progressif à la normale. Tout simplement gazole pour la fouetter, bousculadité, alhamdulillah, bigon nen so jale no kosobe, wallahi nen so jale no kosobe, vraiment wuliga jomu ngara nga nyamgo fe, no nera do nga fo vraiment o kon muskilende, ye barakere de alhamdulillah amsa ka fo ko ngoni, chama ngoni amsa ka fo 90% ngoni. Ce mardi 25 novembre, l'approvisionnement du pays en hydrocarbures et produits de première nécessité était au cœur de la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. La situation des régions non fournies en carburant a été évoquée, ainsi que la solution pour les ravitaillements.
Une bonne nouvelle donc. Autre sujet de ce 1945 au Mali, la saison froide s'installe rapidement et ses effets se font déjà ressentir, surtout chez les enfants. Cette période met leur santé à rude épreuve et les spécialistes rappellent l'importance de respecter les mesures de prévention recommandées, comme nous l'explique Assetou Mani Coulibaly. Durant la saison de froid qui s'étend de novembre à février, la baisse des températures, surtout à l'aube et au crépuscule, favorise l'apparition de maladies courantes chez les enfants. Les infections les plus fréquentes sont les problèmes respiratoires. Dans des familles approchées, la prévention reste essentielle pour limiter les risques. Denmisɛnw kɔni farigan b'u minɛ nɛnɛ bɛ kariw la bon tant que ma pleuvoir ni fɛn don sɔgɔmada fɛ ani wulada fɛ su fɛ bon tile yɛrɛ fɛ i man k'u ko tuma bɛɛ n'i y'a ko bi bɛ sini bila sinikɛnɛ ɲɔgɔn ci i b'u ko. Le rhume, la toux, l'angine et surtout la bronchite figurent parmi les premiers ennemis des enfants en cette période, selon les spécialistes. Avec la poussière, tout ce qui circule là, qui inhale, et ça provoque les toux, les rhumes. Et vraiment, déjà, leur organisme est très fragile. Donc, ça fait que vraiment, on a beaucoup de cas de constatation pour rhinobronchite et rhinopharyngite. On a des cas de bronchiolite. Ça, c'est l'asthme du nourrisson. On a beaucoup de crises de bronchiolite maintenant. Parce que tu vas trouver que les parents sont asthmatiques, les nourrissons qui ont moins de 2 ans, ils font des gènes respiratoires avec sifflement, c'est ça qu'on appelle bronchiolite. Couvrir correctement les enfants et éviter de les exposer au vent sont parmi les mesures évoquées pour réduire les complications, tout en appelant les parents à observer les gestes de prévention recommandés. Tant que ce n'est pas nécessaire, il ne faut pas sortir avec les enfants parce qu'il y a trop de poussière, ils vont inhaler. Si possible, porter les masques pour les enfants plus grands. Et les autres aussi utiliser l'huile gominolée, ça protège très bien. Les bains aussi, il faut éviter aux heures chaudes peut-être et même pas tous les jours si possible parce que quand ils sont tout le temps lavés, ça favorise le rhume qui est déjà favorisé. La saison froide exige une vigilance particulière. Les familles sont appelées à adopter les gestes de protection rappelés par les professionnels de santé afin de préserver la santé des enfants et éviter les complications graves des problèmes respiratoires. Tombouctou s'apprête à accueillir la Biennale artistique et culturelle du Mali, un rendez-vous d'envergure porteur de fortes attentes économiques. Après plusieurs années de ralentissement, la ville mise sur cet événement pour relancer en tout cas ses activités et impulser une nouvelle dynamique. Aminata Keita. Après plusieurs années marquées par l'instabilité et une baisse de son activité économique, la ville mythique de Tombouctou, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, s'apprête à renouer avec l'effervescence culturelle grâce à la tenue de la Biennale artistique et culturelle du Mali. Absolument, ça va relancer tout. Ça va la visibilité même de Tombouctou, qui est quelque part noircie par des médias mainstream d'ailleurs, qu'un événement comme la Biennale, c'est l'économie locale qui va recevoir une répercussion. Les petits commerçants, ceux qui ont des maisons d'hôtes, etc., etc. Et jusqu'on va aller sur la gastronomie, tout cela. Tous ces membres des différentes régions du Mali, je ne pense pas qu'au niveau des artistes, on a 19 régions plus les districts. Donc, à supposer que chaque délégation soit composée de, disons comme ça, 50 personnes, ça fait déjà 1000 personnes déjà qui viennent d'ailleurs et qui vont connaître Tombouctou. Plus qu'un simple événement festif, cette biennale se profile comme un levier stratégique de relance économique pour une cité dont l'histoire repose sur le commerce, le savoir et les échanges. Certains Bamakois espèrent avec l'événement revoir une autre image de la ville. Mais amena Tombouctou make malita ye biennale ko fana ma damna bi folo Mali kunye batemesra de Tombouctou kunye batemesra de malita yɛrɛ kun tɛ mais sisan malita do folo akun kɛ cogo min a tɛ se ka kɛ ten sisan ni jamana tigi ɲɛnama bɛ jamana kunna a se ka kɛ badonna ye a bɛ yɔrɔ min na n'olu yɛrɛ y'a dɔn u bɛ se k'a fêter k'a yira diɲɛ mɔgɔ la nin kun bɛ Tombouctou
mais o bɔra ye sisan de bɛ yen a bɛ se ka kɛ n'u yɛrɛ y'a dɔn a bɛ se ka kɛ a ka ɲi foyi t'a la. Historiquement, Tombouctou était un carrefour stratégique du commerce transsaharien vivant du passage des caravanes, du tourisme, de l'artisanat et du rayonnement intellectuel de ses manuscrits anciens. Des secteurs qui sont aujourd'hui délaissés, mais pour de nombreux acteurs économiques de la ville, cet événement pourrait redonner une visibilité et une attractivité à la cité. Pour qui connaît Tombouctou, une cité mystérieuse dont la culture et la tradition est reconnue à travers le monde entier. Il ne faut pas oublier aussi les régions qui vont venir à Tombouctou, à peu près 17 régions qui vont venir. Et ces 17 régions aussi, pendant quelques semaines, vont découvrir non seulement la cité mystérieuse, mais aussi vont contribuer pour le développement économique de la ville. Le nombre d'étrangers aussi qui vont venir parce que la biennale artistique et culturelle attire les étrangers. Et Tombouctou a toujours été une ville mystérieuse que tout le monde veut découvrir. Donc ça serait l'occasion pour ces gens-là de revenir. Il y aura ce qu'on appelle le festival Vivre Ensemble qui aussi a toujours attiré les étrangers pour venir ici à Tombouctou. Donc ces deux événements mélangés peuvent relancer l'économie locale ici au niveau de la région de Tombouctou. Tombouctou était l'un des plus grands marchés de l'Afrique de l'Ouest. Depuis longtemps, elle n'avait pas bénéficié d'un afflux significatif de visiteurs, de médias. La biennale pourrait changer cela et devenir le point de départ d'une véritable reprise économique pour Tombouctou. En bref et en image, Guinée-Bissau, quelques heures après que des tirs ont été entendus, ce mercredi près du palais présidentiel, un groupe d'officiers nommés le Haut Commandement militaire pour la restauration de l'ordre dit avoir pris le contrôle du pays jusqu'à nouvel ordre. Une prise de pouvoir qui intervient à la veille des résultats des élections présidentielles et législatives organisées dimanche 23 novembre. Le président sortant, Oumarou Sissoko Embalo, avait annoncé qu'il ne se représenterait pas à la prochaine élection présidentielle, mais avait ensuite exprimé son intention de reconsidérer sa décision. 48 heures après le scrutin, lui et son concurrent, Fernando Diaz da Costa, ont tous deux revendiqué la victoire de cette présidentielle. À noter que ces dernières années, la Guinée-Bissau a connu une histoire politique instable, avec plusieurs coups d'État et tentatives de coups d'État. Direction le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique de l'Ouest. L'insécurité demeure préoccupante et les enlèvements de masse déjà fréquents se sont intensifiés ces dernières semaines. En l'espace de quelques jours, plus de 350 élèves et enseignants ont été kidnappés. Le point avec Assitou Bouari. L'enlèvement de centaines de Nigériens dont près de 350 écoliers en quelques jours a remis au cœur de l'actualité la crise sécuritaire qui sévit depuis longtemps dans ces pays d'Afrique qui comptent environ 230 millions d'habitants. Cette recrudescence des enlèvements massifs intervient après que le président américain Donald Trump a menacé d'intervenir militairement au Nigeria pour mettre fin à ce qu'il qualifie de meurtres de chrétiens perpétrés par des terroristes islamistes. Mardi, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé les autorités nigériennes à prendre toutes les mesures légales nécessaires pour mettre fin à ces phénomènes qui ravagent le pays. Le même jour, 24 lycéennes enlevées par des hommes armés le 17 novembre dans un internat de l'État de Kebbi, dans le nord-ouest du pays, ont retrouvé la liberté, ont indiqué les autorités. Sur les 315 élèves enlevés à l'école catholique Saint-Marie, une cinquantaine sont parvenus dimanche à s'échapper selon des sources locales. Depuis 2011, avec l'augmentation du trafic d'armes et les troubles qui ont secoué le Sahel, des groupes armés organisés se sont formés. Dans le nord-est, l'insurrection djihadiste menée par Boko Haram, la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, a fait plus de 40 000 morts et déplacé environ 2 millions de personnes dans le nord-est du pays à majorité musulmane depuis son déclenchement en 2009. Les écoles d'au moins 9 des 36 États du Nigeria sont entièrement ou partiellement fermées par crainte d'être prises pour cible. Et on termine avec le sport. La FIFA a publié mardi les 4 chapeaux pour la Coupe du Monde 2026. Les 48 nations qualifiées seront réparties dans ces chapeaux pour le tirage au sort prévu le 5 décembre à Washington aux États-Unis. Le récit avec Soumaïla Fani. Prévue au Mexique, au Canada et aux États-Unis, la Coupe du Monde 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet. Dans un communiqué de la FIFA publié mardi 25 novembre, les 4 chapeaux dans lesquels seront placés les 48 qualifiés ainsi que les modalités du tirage au sort sont dévoilées. Selon ces modalités, les 4 premières équipes au classement FIFA, à savoir l'Espagne, l'Argentine, la France et l'Angleterre, sont placées dans le premier chapeau avec les 3 pays hôtes, ainsi que le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne.
Cependant, ces équipes ne pourront pas se rencontrer avant les demi-finales si elles terminent premières de leur groupe. Aucun pays africain ne figure dans ce chapeau 1. Le Maroc et le Sénégal sont dans le chapeau 2, tandis que la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie et l'Afrique du Sud sont dans le chapeau 3. Le Ghana et le Cap-Vert sont dans le chapeau 4. Il reste encore 6 billets à attribuer pour le mondial qui seront déterminés par les barrages qui s'achèveront fin mars. Les vainqueurs de ces barrages seront placés dans le chapeau 4, indique la FIFA. Le tirage au sort aura lieu le 5 décembre à Washington et le calendrier des matchs comprenant notamment les stades et les horaires des coups d'envoi sera confirmé le 6 décembre. Voilà, c'est sur cette note sportive que se referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. À demain, même heure, même plateau.